Cher ami, c'est un plaisir pour moi d'être ici pour présenter un sujet qui est très intéressant. Vous savez bien mon appartenance pneumologique et ma passion pour l'informatique et l'intelligence artificielle plus particulièrement. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont choisi cette session par rapport à l'autre et je vais leur dire qu'ils ne vont pas être déçus. Donc on aura 3 conférences qui sont intéressantes sur le sujet. Donc vous savez tous qu'en tant que moi que l'intelligence artificielle c'est un domaine où l'informatique vise à créer un système capable de simuler l'intelligence humaine. Ces dernières années, son importance en médecine n'a pas cessé de croître. Ça offre actuellement de nouvelles perspectives pour améliorer la santé de nos patients. Dans le domaine de la santé respiratoire, nous sommes confrontés à de nombreux défis. On avait vécu ça avec la Covid et avec l'importance actuellement de plusieurs maladies comme l'asthme, la BPCO, le cancer du poumon, nous sommes confrontés à avoir réagi rapidement et c'est ainsi que l'intelligence artificielle va intervenir pour apporter des solutions innovantes à ces défis. Au cours de cette présentation, nous allons explorer en détail comment l'intelligence artificielle va transformer la pneumologie en améliorant le diagnostic et le traitement et le suivi des maladies respiratoires. Vous savez bien que, compte tenu du flux de données qui sont collectés actuellement avec tous les nouveaux systèmes électroniques, ça génère beaucoup et l'analyse de tout cela nécessite vraiment des capacités de calcul importantes que juste le système d'intelligence artificielle est capable de gérer. Commençons tout d'abord par un domaine où l'intelligence artificielle a fait ses preuves, c'est le diagnostic des maladies respiratoires. Commençons d'abord par l'analyse des images assistées par l'intelligence artificielle qui représente actuellement une avancée majeure. Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent détecter précocement des nodules pulmonaires de petite taille dont peut-être que l'œil humain est capable de retrouver. Et ça a aidé, mais ça génère aussi des faux positifs, mais ça aide beaucoup à identifier également dans d'autres pathologies comme, vous vous rappelez bien, les pneumonies Covid et puis également les fibroses interstitielles et les pathologies interstitielles à un stade plus tardif. Elle est capable de travailler sans fatigue, 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour analyser d'énormes images qui permet également de libérer un peu le temps aux radiologues pour pouvoir s'occuper des choses plus complexes. Il est important de souligner que l'intelligence artificielle n'a pas de vocation à remplacer les médecins, mais elle va les assister, elle va agir comme un deuxième avis automatisé qui va améliorer la précision du diagnostic et réduire le risque d'erreur. Maintenant, au-delà de l'analyse des images, l'intelligence artificielle peut être aussi interprétée d'autres tests diagnostiques essentiels en pneumologie. Dr Habib Ben Saad va nous traiter tout à l'heure la fonction respiratoire. Et donc, c'est une avancée majeure. Donc, je ne vais pas empiéter sur sa conférence. Nous en saurons davantage tout à l'heure. En matière de recherche, en passant également à un autre domaine où l'intelligence artificielle est en train de transformer radicalement notre approche en matière de recherche en pneumologie, l'un des domaines les plus prometteurs est la découverte de nouveaux biomarqueurs grâce à sa capacité d'analyser des quantités importantes de données, grâce aussi à des capteurs, et ça va permettre d'identifier certains patterns. C'est des patterns qui sont génomiques, protéomiques, métabolomiques, qui échapperaient à l'analyse humaine. Imaginez à titre d'exemple un système d'intelligence artificielle qui permet d'analyser des données de génétique de milliers de patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique et d'identifier des marqueurs génétiques spécifiques associés à la maladie et à sa progression. Ces systèmes peuvent simuler également l'interaction de millions de composés avec une cible thérapeutique spécifique, ce qui va réduire les temps considérables, le temps et le coût qui sont associés à la première phase. On avait vécu ça dans la découverte de vaccins pour la Covid, et qui a fait qu'on avait gagné beaucoup de temps pour pouvoir avancer dans la préparation de ces vaccins. De plus, l'intelligence artificielle va permettre de prédire les interactions médicamenteuses potentielles et les effets secondaires qui peuvent survenir, qui permettent aux chercheurs de se concentrer sur les candidats de médicaments les plus prometteurs et les plus sûrs. Continuons notre exploration de l'impact de l'intelligence artificielle sur la recherche en pneumologie en nous penchant sur un domaine fascinant qui est la modélisation et la progression des maladies respiratoires. Des modèles prédictifs développés par l'intelligence artificielle
en s'appuyant sur l'analyse des données, représentent une avancée majeure grâce à leur capacité d'apprentissage automatique basée sur des vastes cohortes de patients. Ainsi, elle permet, par exemple, prenons le cas de la BPCO, d'analyser de multiples données de ces patients qui sont atteints pour pouvoir croiser par rapport à différents paramètres qu'elle peut récupérer à travers des capteurs et permettre surtout, que ce soit pour l'asthme ou la BPCO, un apport important, c'est de découvrir une exacerbation avant sa survenue. Maintenant, on va aborder un sujet d'une importance cruciale, c'est l'impact de l'environnement sur la santé respiratoire. Comment l'intelligence artificielle va permettre de nous aider à mieux comprendre cette interaction et de réagir par rapport à ça. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle sont capables d'analyser des données massives sur la qualité de l'air, la pollution, à travers des capteurs, météo, trafic, et croiser tout ça pour déterminer, par exemple, quels sont les pics de pollution qui sont prévus. Elle peut envoyer, par exemple, des alertes spécifiques, même aux patients ou bien aux décideurs, de personnaliser les recommandations et les rapporter par rapport aux facteurs de risque et l'environnement spécifique de chaque patient. Également, elle peut suggérer des conseils aux patients qui vont se développer, faire de l'exercice en extérieur et puis leur donner, par exemple, leur conseiller un micro-environnement qui ne va pas les exposer à des risques d'exacerbation. Donc cette approche guidée, nous allons à travers ça, en fin de compte, de cette approche guidée par l'intelligence artificielle, ça nous permet de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive de l'impact environnemental sur la santé respiratoire. Sans empiéter sur la conférence de mon ami et notre cher ami Sijaloul, on va parler un petit peu sur les considérations éthiques, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il faut savoir que pour cela, il faudra respecter la confidentialité des données, les biais, tenir en compte les biais potentiels qui peuvent arriver, également obtenir la confiance du public par rapport à ça, et intégrer l'intelligence artificielle dans la pratique quotidienne et dans la formation des professionnels de la santé. Enfin, adopter une approche collaborative entre l'homme et la machine. Maintenant, on va parler d'un domaine quelles sont les perspectives d'avenir. J'ai choisi pour cela deux sujets qui sont la robotique et puis la médecine personnalisée. Alors, on va commencer par la robotique ou chirurgie thoracique assistée par l'intelligence artificielle. Vous savez bien comme moi que la chirurgie thoracique, c'est une discipline qui est à la pointe de l'innovation et que la chirurgie thoracique fait partie des domaines chirurgicaux les plus complexes. Complexe parce que nous avons une anatomie qui est étroite et des structures vitales qui sont impliquées. Face à cela, face à ces challenges, les chirurgiens thoraciques sont considérablement à la recherche de nouvelles technologies pour améliorer la précision et la sécurité et l'efficacité de leur intervention. La chirurgie robotique a permis aux chirurgiens de réaliser des procédures mini-invasives de façon avec sécurité et avec une grande liberté de mouvement. Cette approche va permettre en effet de réduire significativement la durée de l'hospitalisation et les complications post-opératoires et offrir des meilleurs résultats à nos patients. Ainsi, bien que la chirurgie robotique ait apporté des avancées majeures son plein potentiel ne peut être atteint qu'en conjuguant cela avec l'intelligence artificielle. Et cela peut être retrouvé à trois niveaux. D'abord, en préopératoire. L'intelligence artificielle va permettre aux chirurgiens de planifier avec précision l'approche chirurgicale, identifier quelles sont les zones à risque et anticiper les défis techniques. En préopératoire, l'intelligence artificielle va fournir aux chirurgiens un guidage en temps réel avec la réalité virtuelle qui va permettre de confronter ces images à des images qui sont artificielles pour pouvoir analyser et signaler d'éventuelles anomalies ou situations à risque qui peuvent apparaître en préopératoire. Après l'intervention, les algorithmes d'IA peuvent suivre l'évolution du patient et détecter précocement des complications et ainsi aider le chirurgien à ajuster le traitement. L'autre perspective d'avenir, c'est l'application de l'intelligence artificielle à la médecine de précision. L'intelligence artificielle offre une nouvelle perspective pour révolutionner la médecine de précision en pneumologie. Ainsi, l'intelligence artificielle va
elle a la capacité d'analyser des données importantes, complexes, allant de la génomique aux biomarqueurs, en passant par les images médicales. Elle également permet d'identifier de façon plus précise des profils de patients, les phénotyper et permettre de comprendre quels sont les mécanismes des maladies respiratoires et ainsi proposer de solutions de thérapeutiques innovantes. C'est ainsi que l'intelligence artificielle ouvre la voie vers une médecine personnalisée, plus ciblée et plus efficace pour nos patients. Passons maintenant en revue tout cela à travers des exemples concrets d'applications. Pour cela, on va revenir à la pandémie Covid. La pandémie Covid a représenté chez nous un défi sans précédent pour des systèmes de santé du monde entier. Face à cette urgence de la situation, l'intelligence artificielle a démontré tout son potentiel pour relever certains défis. Nous avons développé des modèles prédictifs qui étaient basés sur l'intelligence artificielle pour anticiper l'évolution de la pandémie, parce on devait un peu savoir comment ça va évoluer. Donc, on est devant une pandémie sur laquelle on ne connaissait pas comment elle évoluait. Donc, on avait développé des systèmes qui vont nous donner une idée sur la propagation du virus et analyser en temps réel les mesures de santé publique à mettre en place. L'intelligence artificielle a également joué un rôle clé dans l'accélération du diagnostic de la Covid-19 et en analysant les données d'imagerie médicale telles que les scanners thoraciques. Vous rappelez bien que même les données du scanner étaient suffisantes, même avant l'analyse virologique. On pourra poser les diagnostics de la Covid avant même les tests Covid. Enfin, l'intelligence artificielle a permis d'optimiser les protocoles de prise en charge des patients qui sont hospitalisés, qui vont nous donner parfois quelles sont les indications pour intuber ces patients, pour donner des protocoles thérapeutiques qui sont basés sur les systèmes d'aide à la décision. Grâce à ces différentes applications, l'intelligence artificielle a grandement contribué à améliorer la gestion de cette pandémie qui était sans précédent. Maintenant, on va parler de la fibrose pulmonaire idiopathique. Voyons comment elle peut également apporter des solutions innovantes dans ce domaine. En explorant des données d'imagerie médicale telles que la tomodensitométrie thoracique, les algorithmes peuvent détecter une grande précision des signes caractéristiques de la fibrose pulmonaire idiopathique. Une étude qui a été publiée en 2020 a permis ainsi de développer un modèle d'intelligence artificielle qui est capable d'identifier la fibrose pulmonaire sur des scanners avec une sensibilité de 90% et une spécificité de 85%. Cette avancée majeure permet d'accélérer considérablement le diagnostic à mettre en place plus rapidement un traitement adapté. Au-delà du diagnostic, l'intelligence artificielle peut également prédire avec plus de fiabilité l'évolution de la fibrose en exploitant plusieurs données d'imagerie. Des algorithmes d'IA peuvent identifier des profils évolutifs des patients et anticiper la progression de la maladie. L'intelligence artificielle, c'est l'allié du choix de l'asthme actuellement. Ça permet une meilleure prise en charge optimisée et on va le voir pourquoi. L'un des enjeux majeurs de la prise en charge de l'asthme, c'est comment détecter précocement les exacerbations. En exploitant toutes les données qui sont collectées par des dispositifs qui sont connectés, ils vont se baser, collecter, enfin, les saturomètres, les spiromètres qui sont connectés, on va avoir une idée avec des données qui sont collectées 24 sur 24. Une étude qui a été publiée en 2023 a permis de développer un modèle prédictif qui est basé sur l'intelligence artificielle, qui est capable d'anticiper avec une exacerbation 4 jours avant sa survenue, avec une précision de 80%. Cette avancée majeure permet d'ajuster proactivement le traitement. On pourra imaginer, par exemple, chez un patient avec une application qui va mesurer tout cela et pourra même soit envoyer des messages au patient, pourra même rappeler à l'asthmatique de prendre son traitement s'il a oublié, et puis même, je dirais même plus, pour les cas graves, elle pourrait même appeler le SAMU, si jamais c'est grave. Et ça serait de la science-fiction, mais on va y arriver. Pour la BPCO, vous savez bien que la BPCO, c'est une maladie progressive qui nécessite une surveillance étroite. Imaginez un patient BPCO équipé de dispositifs connectés, un spiromètre portable pour mesurer sa fonction respiratoire, un oxymètre pour surveiller sa saturation en oxygène, et pourra même surveiller sa capacité, combien de pas il a fait chaque jour, et voir la fréquence respiratoire. Tout cela est fait 24 sur 24, 7 jours sur 7, et pour être analysé avec l'intelligence artificielle. Ceci va permettre ainsi de détecter des changements qui sont subtils chez ce patient,
qui faut savoir qui sont à risque d'exacerbation, pour pouvoir gérer ça et essayer d'apporter une solution aux patients avant l'apparition de l'exacerbation elle-même. Le résultat, c'est moins d'exacerbation sévère, moins d'hospitalisation, une meilleure qualité de vie pour nos patients et une réduction significative du coût de la santé lié à cette maladie. Voilà l'exemple d'objets connectés. Vous avez des dispositifs connectés, des applications sur smartphone. Actuellement, nous n'avons pas besoin de fil, tout est fait de façon à distance. Autre sujet qui profite actuellement des progrès de l'intelligence artificielle, les apnées du sommeil. On peut ne pas avoir dans le futur, pas obligé d'avoir un laboratoire de sommeil pour faire cela. Il suffit d'avoir une application et des capteurs qu'on puisse avoir des données pour savoir si ce patient-là présente ou non une apnée de sommeil pour compléter éventuellement par un examen complet. Maintenant, je ne pourrais pas parler de tout ça sans parler du cancer du poumon. Le cancer du poumon, l'intelligence artificielle a été très efficace en matière d'apport diagnostique, en matière d'apport thérapeutique. En matière d'apport diagnostique, elle permet d'aider à améliorer l'endoscopie bronchique en plusieurs façons, notamment en aidant à détecter quelles sont les lésions la biopsie elle est utile pour donner des éléments de pouvoir faire le choix pour faire des biopsies transbronchiques, par exemple. Ceci également peut être couplé à l'analyse la cytologie qui est faite par des systèmes d'intelligence artificielle et par des réseaux neuronaux qui permettent d'avoir des résultats qui sont faits rapidement sans même parfois l'intervention d'un anatomopathologiste. Donc sur le plan endoscopique. Ça permet également par des algorithmes qui vont analyser les données cliniques, génétiques d'imagerie actuellement pour même proposer ce qu'une RCP permet actuellement de faire. Donc, parce qu'une intelligence artificielle, c'est des experts en plusieurs domaines. Le dépistage à grande échelle, pour le dépistage du cancer, c'est aussi important parce que ça permet, parce que vous savez bien que si jamais on veut dépister à longue de large échelle, il faut beaucoup de radiologues, il faut beaucoup de... Donc ça, une première lecture est faite par les logiciels, puis par la suite, pour les cas qui posent problème, sont analysés par les experts radiologues. En matière de traitement, actuellement, juste ici pour vous montrer par exemple cette étude qui permet de récupérer, faire des biopsies. Au cours du geste, la cytologie est envoyée à un système de réseaux neuronaux qui permettent d'analyser, de segmenter la lame en plusieurs cadrans et analyser tout ça. Et on peut avoir rapidement un diagnostic pour l'endoscopiste pour avancer ou ne pas avancer. Si jamais on va avoir un résultat, on va s'arrêter. Enfin, toujours dans le cancer du poumon, on va parler du traitement. Le traitement du cancer du poumon peut bénéficier de l'intelligence artificielle de plusieurs manières. Tout d'abord, elle peut aider à concevoir des plans de traitement personnalisés en analysant les caractéristiques uniques de chaque tumeur et du patient également. De plus, l'intelligence artificielle peut optimiser la radiothérapie en proposant de façon précise des protocoles pour cibler les rayons tout en minimisant les effets sur les tissus avoisinants. L'intelligence artificielle peut également aider à suivre l'évolution de la maladie en analysant les examens de contrôle, ce qui permet de détecter rapidement les changements de la taille de la tumeur et l'emplacement de la tumeur et ajuster le rayonnement qu'on va donner aux patients. En outre, il y a également des modèles qui sont prédictifs, qui peuvent aider à estimer l'efficacité probable des différentes options thérapeutiques en analysant les données cliniques et classiques de la tumeur. Enfin, l'intelligence artificielle peut accélérer la découverte de nouveaux médicaments pour le traitement du cancer du poumon en identifiant de nouvelles molécules prometteuses. Les systèmes d'IA peuvent analyser des millions de composés chimiques et trouver quels sont ceux qui ont le potentiel de cibler les cellules cancéreuses, ce qui peut réduire le temps et les coûts associés à la découverte de ces nouveaux médicaments. Enfin, pour conclure, en conclusion de cette conférence, nous retenons que l'intelligence artificielle constitue un outil puissant et prometteur pour améliorer la prise en charge des pathologies respiratoires. Son utilisation permet un diagnostic et un suivi plus précis,
le patient une optimisation du traitement. Au-delà de ces bénéfices directs, l'intelligence artificielle contribue également à la réduction des coûts de la santé et à un gain d'efficacité pour les établissements. Cependant, son déploiement doit se faire en étroite collaboration avec les experts médicaux afin de s'assurer d'une mise en œuvre optimale. Nous sommes convaincus que l'adoption progressive de ces technologies de pointe dans le domaine de la santé respiratoire va permettre d'améliorer significativement la qualité de nos patients et je vous remercie. Merci, Dr Zouhair Suisse et Yatik Saha pour cette très belle conférence. Pour une meilleure maîtrise du temps, nous avons opté pour laisser les questions à la fin, puisque la séance, ça se rejoigne les sujets, et donc on va passer à la deuxième conférence. Merci, Zouhair. Je félicite également le comité d'organisation pour la qualité de la thématique ainsi que pour la qualité des orateurs et de leur présentation. Alors, je remercie particulièrement donc Dr Suissi pour son intervention sur l'intelligence artificielle et son usage en santé respiratoire. Vous avez mis l'accent sur l'importance de l'intelligence artificielle physique, donc dans la robotique, dans tout ce qui est la chirurgie assistée, mais vous avez aussi parlé de l'intelligence artificielle virtuelle avec son aide au diagnostic et son aide thérapeutique, et vous avez mis l'accent sur particulièrement ses capacités prédictives et préventives, et on espère justement qu'elle pourra donner des éléments suffisamment importants pour laisser le temps aux médecins de voir venir la complication ou la pathologie. C'est l'intérêt du sujet. Ensuite, je remercie également Dr Ben Saad, qui nous a parlé de la machine learning et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'interprétation des explorations fonctionnelles respiratoires. Et effectivement, on a vu la nette progression qu'il peut y avoir lorsque c'est une intelligence artificielle qui interprète les données. Mais justement, le danger est là. Plus la machine est complexe, plus elle est précise, moins elle est facile à comprendre. Et donc, plus on lui doit une forme d'explicabilité. Et c'est là aussi un gros enjeu que vous avez exposé dans votre donc, présentation. Et puis enfin, professeur Jaloul Darfouz, vous avez mis le doigt sur les grandes notions, sur les grandes inquiétudes et sur les grands principes éthiques qui risquent d'être bafoués. Vous avez bien résumé en disant que c'est vrai qu'on humanise un petit peu la machine. Est-ce qu'on va pour autant déshumaniser le médecin et chosifier le patient, le réduire à une base de données? Donc, je pense qu'il y a énormément de discussions à avoir. Donc, je laisse la salle commencer par s'il y a des questions, des remarques ou des interventions. Merci. Abdelaziz Hayouni de Sousse. J'aurais une question au Dr Helmi Ben Saad. Merci pour cette brillante présentation. Dans les articles que tu as montrés, il y a toujours eu une comparaison entre l'interprétation des pneumologues versus l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a eu des études physiologistes versus intelligence artificielle? Ça, c'est une question très intéressante et délicate. Il n'y a pas d'études parce que la spécialité physiologie et exploration fonctionnelle n'existe qu'en Tunisie, en Algérie ou au Canada. Ça n'existe pas dans les autres pays. Les gens qui interprètent les EFR des autres pays sont des pneumologues. Probablement, moi, j'aurai une réunion avec Salma Mqaddam, est-ce qu'elle est là? Et on va essayer de faire la même chose et comparer pneumologue, physiologiste. Donc la réponse est non. On est plus nombreux, on est plus nombreux. Helmi, nous quand on était à Paris dans le service du professeur Lockhart, c'était les physiologistes qui interprétaient les spirométries, c'était pas les pneumologues du docteur Marsac. Hein. Donc on interprétait et on donnait les comptes rendus. Et bon, moi je n'étais pas physiologiste, mais je faisais un stage de physiologie. Et souvent on complétait l'exploration
quand on jugeait que les cliniciens avaient demandé quelque chose qui n'était pas suffisamment approfondi. Ça veut dire, je ne sais pas moi, ils vont demander une spirométrie avec CPT et parfois on terminait par une DLCO parce qu'on voyait que, donc en France aussi, dans certains centres, les physiologistes interprètent les spirométries et donnent un résultat avec un compte rendu. Oui, mais ils sont des pneumologues. Et après, ils sont convertis en physiologie. Non, non. Elle a le CART, le service d'exploration fonctionnelle, le CART, Josette Dalava, Arfa Jaloul, Toine, tu connais Toine, c'est tous des physiologistes. Et il y avait le service d'exploration fonctionnelle qui était indépendant. Les pneumologues envoyaient les patients et ils revenaient avec un compte rendu complet à Cochin. Il y a 30 ans. Mais je pense que les choses ont changé. D'ailleurs, pour revenir aux deux questions, parmi les limites, c'était l'entraînement des personnes impliquées. Donc, un physiologiste qui ne fait que les EFR chaque jour, il interprète 30-40 EFR, il a plus grande expérience qu'un pneumologue qui interprète 1 à 2 spirométries et plethysmographies par jour. Donc, l'entraînement, c'était une des limites dans toutes les études que je viens de vous montrer. Allez-y, docteur Achesh. Bon, je remercie d'abord tous les conférenciers. Ils étaient formidables. Zouhair et notre professeur Jaloul Darsfous. Et j'ai une question, plutôt une remarque pour Helmi. Oui, tu reviens. Bon, les logiciels et les interprétations concernant l'intelligence artificielle et la spirométrie ont tous été référés à 2005. Oui. Alors que les travaux datent de 2024. Est-ce qu'ils ont fait une abstraction totale des recommandations de la TSIRS 2021? Oui, ça c'est une excellente question que je n'avais pas le temps d'élaborer. En fait, il y avait des recommandations de 2005 pour la TSERS, pour la spirométrie, la plethysmographie DLCO, qui sont d'excellentes recommandations et ont été actualisées en 2022. Aucune des études qui viennent de présenter n'ont discuté le nouveau algorithme d'interprétation ATS-ERS 2022. Probablement, il y aura d'autres études futures, mais je vous annonce d'emblée que le nouveau guide ATS-ERS 2022, il comporte au moins 20 erreurs graves. Je dis parce qu'on vient de publier avec mes résidentes un éditorial dans une revue Q1 et on vient d'avoir une revue générale, c'est la question, revue Q1. On a énuméré au moins 20 erreurs méthodologiques. Moi, je pense que si on va donner à l'IA ce nouveau algorithme, il va déconnecter. Et oui, à titre d'exemple, comment interpréter, est-ce que la TSERS 2022 vous dit comment interpréter la baisse isolée d'un VMS? Selon le guide, une baisse isolée de VMS, même à 60-70%, c'est normal, c'est un profil normal, ce qui est tout à fait illogique. Et pas mal, on a énuméré en tout cas 20. J'espère qu'on a demandé à la TSERS de corriger, de prendre en considération ces défaillances et améliorer le guide. Mais je pense que l'année prochaine, ou même à la fin de l'année, on aura des papiers qui vont comparer IA et performance humaine en utilisant le guide, mais ils vont trouver beaucoup de difficultés. Madame Hamzaoui. Merci à vous trois, c'était passionnant et si Jaloul toujours parfait dans la façon dont il nous remet dans la morale et la moralité de notre métier. Ce qui m'interpelle en fait, c'est... On n'entend pas bien, Madame Hamzaoui. C'est juste qu'il faut que je rapproche beaucoup. Je sais pas si... ma question, c'est par rapport aux bases de données auxquelles les logiciels ont accès. Parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer. Comment est-ce qu'on fait? C'est une question de quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Comment est-ce qu'on choisit ou comment est-ce qu'on détermine à quelle base de données a accès un logiciel? Ou bien est-ce que il va sur Internet tout seul et choisit? Parce que là, malheureusement, ça devient inquiétant. On se dit qu'il suffit que quelqu'un
de façon malveillante, mettent des données erronées et on va se retrouver avec des logiciels qui ne sont plus du tout fiables. Alors, c'est toujours une question délicate. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne va pas sur Internet. On va donner à une base de données, les données, par exemple, le FR, on va dire, voilà l'interprétation des experts. On lui donne un algorithme. Et lui, il va s'entraîner. On lui dit, voilà le tableau clinique, ça c'est un déficit ventilateur obstructif, ça c'est une obstruction réversible, ça c'est un tableau restrictif. Et plus on donne une grande quantité, plus il s'entraîne mieux. Mais la réponse, ce n'est pas via Internet. Hein. C'est une base de données où il s'entraîne beaucoup et il aura des réponses plus ou moins acceptables. C'est des systèmes de base de données internationales, en fait. Et puis ça apprend, c'est comme l'intelligence artificielle. Ils sont en train d'apprendre avec... Plus ils voient des examens, plus ils profitent de l'expérience des utilisateurs. Par exemple, prenez en radiologie, par exemple, ils sont en train d'utiliser les lectures des experts pour se performer, pour être rectifiés par rapport à ça et être plus performants. Donc, mais la base de données, elle est internationale. Et comme a dit tout à l'heure c'est Jaloul, c'est ce problème de transparence des données, cette opacité. C'est pas nous qui en faisons les algorithmes, mais des algorithmes qui sont développés. Il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs centres qui travaillent et chacun est en train de profiter de l'expérience des uns et des autres pour avancer. Et puis après, plus ils apprennent, plus ils deviennent performants. Dr Haché. Bon, encore, Helmi, une autre question pour toi. Il y avait deux façons d'aborder la spirométrie que tu as exposées. Il y a les Chinois qui ont donné un modèle, ou enfin différents modèles, et l'intelligence artificielle interprète uniquement l'aspect de la courbe. Et puis il y a l'autre façon qui est beaucoup plus algorithmique puisqu'elle obéit aux recommandations de 2005 et qui est basée probablement sur les chiffres, tout à fait. Et est-ce qu'il existe une différence ou une supériorité ou est-ce qu'on pourrait peut-être pas améliorer comment dire, le deep learning qui est utilisé par les Chinois en intégrant les chiffres dans leur manière de voir ou leur manière d'agir? Ça, c'est l'idéal. Ça devrait être une excellente piste, mais comme je viens de dire, j'ai fait une revue de littérature, il n'y a pas une étude qui a combiné les deux. Mais les Chinois étaient intelligents parce que l'aspect de la courbe de volume, c'est une mine d'informations, c'est un trésor qu'il faut, avant d'interpréter les chiffres, il faut toujours garder l'aspect de la courbe de volume, surtout pour chercher les obstructions extrathoraciques, dont personne n'en parle. Moi, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Dr Hamzé à propos des bases de données. En fait, un algorithme ne peut être précis que si sa base de données est de qualité, en fait. Et si la base de données n'est pas de qualité, eh bien, il a tous les risques de se tromper. Je vous donne un exemple simple. Si on alimente un algorithme pour le diagnostic de dépistage de la tuberculose sur de simples radiographies et sans une PCR pour être sûr que c'est bien une tuberculose, eh bien, on aura toutes les chances de se tromper. Et en plus, ce qui est fait maintenant, c'est des algorithmes qui sont développés à l'étranger et qu'on veut appliquer chez nous sur une population complètement différente. Et c'est là où il y a les biais algorithmiques qui sont, en fait, qui sont l'un des gros problèmes de ces algorithmes IA, c'est les biais qui sont liés à ces bases de données qui ne sont pas des bases de données qui sont, comment dire, la plus large possible, en intégrant le plus grand nombre de données avec des populations différentes. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à ce qui a été présenté par Dr Bensaad. En fait, l'IA que vous présentez ne me semble pas... disons, elle ne fait pas peur parce qu'en fait, elle interprète des chiffres. Et parce que c'est vrai qu'il y a un trop grand nombre de données, un peu comme nos images à nous, les outils d'aide au diagnostic, mais les tâches plus complexes d'interprétation en tenant compte d'éléments cliniques, c'est là où l'IA, ça n'a pas été présenté comme tel, en fait. C'est là où l'homme, en fait, où l'humain va garder toute sa place. Si on demande à l'IA simplement de nous aider à interpréter des chiffres, ou à détecter quel EFR est faussé parce que le patient n'a pas correctement
souffler. Comme nous, l'IA nous aide à détecter des examens qui sont artefactés, et ça nous fait gagner beaucoup de temps, tant mieux. Mais tout ce qui est tâches intégratives et complexes doivent rester en fait à l'humain. C'est vrai que ça va être, comme Zohaïl le dit et comme vous le dites, on sait ce que sera l'avenir, mais en fait, là où on doit vraiment défendre notre BIFSTEC, c'est dans les tâches plus complexes et intégratives. Pas dans les tâches simples qui nous font gagner du temps réellement, qui nous font vraiment gagner du temps parce qu'on est submergé par les datas justement qui sont en croissance exponentielle. Et juste pour terminer sur la gouvernance dont avait parlé Dr Darfous, beaucoup de pays, et l'Europe en particulier, sont en train d'élaborer l'AI Act que tu connais, Nadia. C'est en fait un texte qui est élaboré par la Commission européenne, qui est entré en vigueur en juillet 2024 et qui, en fait, disons, émet ou élabore des règles d'utilisation de l'IA depuis la conception des algorithmes, en fait, jusqu'aux utilisateurs et qui rappelle les principes éthiques, justement, qu'il faut respecter depuis la conception jusqu'à l'utilisation. Et je pense que nous, notre comité national d'éthique a mis le doigt dessus. Et je pense qu'on devrait vraiment travailler même avec le ministère de la Santé parce que ça envahit notre pratique quotidienne et il ne faut pas qu'on soit de simples consommateurs, il faut qu'on soit également acteurs dans l'utilisation de ces algorithmes. D'ailleurs, le comité d'éthique français a créé un comité spécial concernant uniquement qui s'occupait uniquement de l'IA, c'est-à-dire des l'intelligence artificielle. Les comités régionaux. Non, l'intelligence artificielle. Voilà. Il y a un qui est indépendant, demandé depuis 2019. Ils ont mis au point un comité qui spécifique, ad hoc, qui est indépendant, qui s'occupe uniquement des avis émis concernant l'intelligence artificielle. Je me permets de rajouter un mot pour renforcer ce que disait Saousan à propos de la base de données, Dr Hamzewi aussi. L'importance de la base de données est énorme, puisque évidemment pour éviter les biais justement d'interprétation, il faut adapter les données aux données locales, c'est-à-dire à la population autochtone. Et on a vu dans des IA utilisées, comme par exemple en dermatologie, où ils essayent de détecter ou de dépister les dégénérescences de certains névus ou lésions cutanées, eh bien, utilisé en Tunisie, ça a donné énormément de faux positifs, parce que les bases de données étaient faites à partir de peaux de carnation claire. Alors que dans la population tunisienne, les peaux étaient plus mates, donc carnation plus... Donc, il est extrêmement important pour avoir une IA applicable chez nous d'introduire vraiment de grandes bases de données tunisiennes. Et je ne sais pas si elle est réellement en fonction dans la pneumologie. Je sais qu'en radiologie, l'IA est très présente. Je ne sais pas si réellement l'IA est utilisée dans la pratique courante en pneumologie, mais vraiment, il faut introduire des données tunisiennes pour qu'elles puissent être applicables, que les algorithmes soient applicables à notre population. Merci. En Tunisie, elle n'est pas applicable, elle est applicable en France, mais ça reste des résultats d'études qui sont un peu menés par certains chercheurs. Mais il faudra associer les jeunes chercheurs, non même médicaux, mais qui développent de l'intelligence artificielle pour pouvoir développer des projets communs et essayer d'améliorer. C'est ce que vous faites en imagerie, c'est ça? C'est ce qu'on essaye, de développer des bases de données sur lesquelles travailleront peut-être, certainement des ingénieurs tunisiens. En fait, c'est ça le plus important, c'est qu'on ait nos propres bases de données. Moi, je pense que l'avenir pour la pneumo, c'est aussi les objets connectés, comme pour la cardio. Surveiller à distance un asthmatique ou un BPCO, ce serait l'idéal à travers les objets connectés. Mais là aussi, c'est où vont ces données, en fait, la protection des données, où vont ces datas. C'est ça. Personne ne soit surveillé. Allez, vas-y. Merci. Bon, c'est plutôt une petite réflexion, mais en même temps une inquiétude. Alors, il y a deux points il y a deux points que j'aimerais aborder. Le premier, on a parlé de dépistage et cette matinée, on a abordé la thématique du dépistage de la BPCO dans une large population. Je pense que l'IA a toute sa place dans ce domaine. On ressent un manque terrible de cliniciens pour aboutir à cette tâche. Donc,
Je pense que c'est un grand champ de travail pour l'IA, mais par contre, ma réflexion, mon inquiétude est la suivante. Donc, tout en partant du principe que l'IA elle se développe à partir de données d'experts. Et ces experts, ils ont acquis leur expertise à travers leurs pratiques quotidiennes, réelles, face à des malades, des imageries et tout. Est-ce que dans le futur, lorsqu'on aura des générations qui basent plutôt leurs pratiques sur les résultats de l'IA et qui impliquent de façon assez importante l'IA dans leurs pratiques quotidiennes, on aura des gens un peu déconnectés, des malades déconnectés, et on aura des bases de données plutôt pauvres. Je pense, je ne sais pas, hein, c'est juste une réflexion. Et par contre, les recommandations, elles s'améliorent au fil du temps parce que les experts, à travers leur expertise, à travers leur travail et leur application des recommandations, ils constatent des failles telles que le professeur Ben Saad l'a signalé en matière de recommandations ATSRS 2022 sur la spirométrie. C'est en pratiquant qu'on touche les points faibles, qu'on essaie d'améliorer les choses. Mais si on confie cette tâche-là à une machine, donc, et on se déconnecte, on risque de s'éloigner un peu de nos malades et du concret. Je ne sais pas, mais on risque d'avoir des bases de données un peu vieillies. En fait, jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle, elle est en train de simuler l'intelligence humaine, en fait. Elle a la capacité de traiter de larges données de patients, de n'importe où, pour pouvoir trouver des subtilités que le cerveau humain ne peut pas retrouver. Actuellement, ils sont calqués sur ça. Mais on ne sait pas, on est en 2024. Je ne sais pas si d'ici quelques années, l'intelligence artificielle sera peut-être capable de réfléchir, de ressortir des choses que le cerveau humain est incapable de le faire. Vu ce qui se passe actuellement pour l'intelligence artificielle générative, au niveau des vidéos, au niveau des audios, au niveau de tout, actuellement, on est complètement... C'est fou. Enfin, ça relève de la magie, ce qui est en train de vivre actuellement. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Une petite question. Oui. Dans notre pratique de tous les jours, parfois on se pose quelques questions et on n'a pas beaucoup de temps pour aller faire une petite bibliographie, PubMed et tout ça. On a recours à ChatGPT. On lui donne la question, il donne des réponses très belles et très précises. Lorsque vous demandez au ChatGPT d'où est-ce que vous avez eu cette information, donc votre source exactement, il te dit j'ai pas le droit d'accéder à cette source et de vous donner cette source. Donc, à quel point peut-on faire confiance au ChatGPT exactement? En fait, ChatGPT, il y a deux versions. Il y a la version payante et la version gratuite. La version payante est la plus performante. Mais de toute façon, dans ChatGPT, il faudra toujours le mettre en condition. C'est-à-dire, vous allez lui demander de se comporter comme un expert en exploration fonctionnelle, par exemple. Et lui, il va donner des réponses plus précises et plus professionnelles. Après, plus il apprend, plus il se corrige. C'est-à-dire que ChatGPT, il y a quelques années, c'est plus le ChatGPT actuellement. Et il n'y a pas que ChatGPT, il y a plusieurs systèmes d'intelligence artificielle qui sont développés un peu partout et qui deviennent de plus en plus performantes et qui sont surprenantes en matière de précision, en matière d'intelligence. Zohair, toi, dans tes présentations, à combien estimes-tu l'intelligence artificielle que tu as utilisée pour nous présenter ce que tu as fait? Non, en fait, ça te permet de situer... Non, dans tes présentations à toi, je te parle. Non, en fait, ça te permet d'avoir des idées. Mais elle ne peut pas générer actuellement des présentations tout de suite. Parfois, quand on fait dans la réunion du bureau le programme scientifique et tout, quand on reçoit ton programme à toi, on sait que c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas Zohair. En fait, dans le programme scientifique, une astuce, il faudra regarder dans Google Scholar tout ce qui a été publié au cours des 2 dernières années. Et à partir de tout ce qui a été publié, on peut savoir un peu quelles sont les questions les plus pertinentes à mettre dans un programme scientifique. D'accord. En fait, le risque, c'est est-ce que le médecin va être, ce qu'on disait l'autre jour, un médecin augmenté oui. ou un homme diminué par l'IA? C'est-à-dire, quelle va être la place morale de l'humain au milieu de cette machine? Le risque, c'est pour les générations futures. Nous, on avait appris à lire, à écrire. Les générations futures ne vont plus faire cet effort-là. Ils vont directement aller vers ChatGPT. Parce que la table de multiplication qu'on avait dans nos cahiers, et ça, maintenant, les jeunes ne peuvent plus faire table de multiplication. Hein. Tout à fait. Moi, je vous rappelle
rapporte juste une anecdote qui a été rapportée lors d'une conférence sur l'IA d'un monsieur qui avait demandé à ChatGPT une multiplication à 3 chiffres. Et ChatGPT lui a donné une réponse fausse. Et il lui a dit que la réponse était fausse. Il a de nouveau calculé, il lui a donné une réponse fausse. Et de nouveau, l'utilisateur lui a dit « Votre réponse est fausse ». Et devinez ce que lui a répondu ChatGPT. Il lui a répondu « L'erreur est humaine ». Donc c'est juste pour vous dire à quel point ça peut être dangereux pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il est en face d'une machine et pas d'une personne, pour les personnes qui sont vulnérables. Donc vraiment, je pense qu'il faut se méfier de ce genre de choses. Parce que vous pouvez lui demander une question par rapport à quelque chose avec des références. Et si vous allez vérifier les références qu'il vous donne, il y a certaines références qui n'existent même pas. Avec des dates, avec des chiffres, avec des normes. Tout à fait. Mais c'est des il faut faire qui n'existent même pas. Voilà. Il est obligé de répondre, mais il répond à côté. Et pour revenir à ce qu'a dit notre collègue algérien, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est alimentée par l'intelligence humaine. Toutes les données qu'on lui donne sont des données et des interprétations qui viennent de l'humain. Sauf qu'à la longue, l'humain va devenir paresseux. Et donc, qu'est-ce qui va alimenter ou qu'est-ce qui va... C'est ça le but. Après, tu vas me dire, la machine va apprendre d'elle-même. Mais il y a toujours l'humain derrière. Et si l'humain devient paresseux en termes de réflexion et d'intégration de toutes ces données, où est-ce qu'on va, quoi? Je ne sais pas. Avant de conclure, juste une petite question. D'accord. D'accord. Alors, pour Zuhair, quels sont les mécanismes que doit avoir un médecin actuellement, justement pour qu'il ne soit pas emporté par excès par l'IA, ou au contraire laisser passer alors que les choses évoluent? Je crois que l'IA, il faut l'utiliser, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Il faut respecter, comme a dit Sijaloul, les côtés éthiques et tout, comme on est médecin. Et puis, il ne faut pas se laisser utiliser comme un moyen. Enfin, il y a une certaine... il faut savoir l'utiliser, tout simplement, parce qu'on peut trouver tout dans l'IA, mais il ne faut pas croire tout ce que l'IA rédige, parce que parfois, vous avez des fautes, en fait. Je voudrais remercier tout le monde. On est obligé de conclure parce que nous allons céder la place. Il ne faudra pas sortir au symposium Opalia qui va commencer tout de suite.